Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va laisser de côté les étiquettes un peu fourre-tout qu'on colle sur l'intelligence pour explorer un tout nouveau cadre. Un cadre bien plus fonctionnel qui pourrait complètement changer la manière dont on perçoit certains esprits particulièrement vifs. Surdoué, zèbre, hypersensible, on entend ces mots partout, n'est-ce pas? Mais est-ce qu'ils nous aident vraiment? Souvent, ils décrivent un état, mais sans expliquer le mécanisme derrière. Et si la vraie question, ce n'était pas ce que l'on est, mais plutôt comment on fonctionne? Pour sortir de ce flou, des chercheurs comme Fanny Nussbaum ou Olivier Révol ont proposé un nouveau terme, philo-cognitif. C'est tout simple en fait. Philo qui veut dire aimer et cognition qui veut dire penser. Un philo-cognitif, c'est donc une personne qui aime penser, qui met toute son énergie dans le fait de réfléchir. Et attention, pour un philo-cognitif, la pensée c'est bien plus qu'une simple activité, c'est carrément une question de survie, une source de plaisir intense, et oui, une obsession de tous les instants. Que ce soit sur des questions existentielles ou des tout petits détails du quotidien, le cerveau, lui, ne se met jamais sur off. Ok, mais alors, comment est-ce qu'on identifie ce fonctionnement? Si on laisse de côté les tests de QI, qui ne sont finalement qu'une photo à un instant T, eh bien, les auteurs définissent ce profil grâce à 3 caractéristiques cliniques vraiment fondamentales. Ces 3 piliers, c'est la charpente de l'esprit philo-cognitif. Ils ne sont pas juste posés les uns à côté des autres. Ils fonctionnent en permanence ensemble et créent une façon vraiment unique de voir et de traiter le monde. Allez, on va les décortiquer un par un. Premier pilier, l'hyperspéculation. Pour un esprit philo-cognitif, rien n'est jamais simple ou évident. Chaque idée, chaque information, c'est comme une porte qui s'ouvre sur un arbre infini de questions, de scénarios, d'extrapolations. Ça ne s'arrête jamais. Deuxièmement, on a l'hyperacuité. C'est une sensibilité exacerbée, presque un super pouvoir. Le cerveau capte une quantité folle d'informations, que ce soit les sens ou les émotions, des micro-détails que la plupart des gens ne voient même pas. Le revers de la médaille, bien sûr, c'est que ça peut vite mener à la saturation, au trop-plein. Et enfin, l'hyperlatence, c'est peut-être le plus fascinant des 3. Il faut imaginer une sorte de marmite qui bout en permanence, juste sous le niveau de la conscience, les idées mijotent, se connectent toutes seules, et tout à coup, sans prévenir, paf, une idée de génie, une solution qui semble sortir de nulle part. C'est le fameux Eureka sous la douche. On arrive maintenant à la découverte peut-être la plus marquante du livre, une découverte qui a été confirmée par les neurosciences. En fait, les philo-cognitifs ne forment pas un groupe homogène, pas du tout. Ils se divisent en 2 profils bien distincts avec des câblages cérébraux très différents. On a donc 2 équipes si on veut. D'un côté, le profil complexe, l'intuitif un peu sauvage, avec une surconnexion dans l'hémisphère gauche du cerveau, et de l'autre, le profil laminaire, l'analyste super stable qui a une meilleure connexion dans l'hémisphère droit. Et comme on le voit bien ici, leurs forces et leurs défis sont quasiment opposés. Alors, le profil complexe, c'est le créatif, le visionnaire. Mais c'est aussi quelqu'un qui se sent souvent en total décalage avec le monde et ses règles. Il peut avoir une très faible estime de lui, se voir comme inadapté ou bizarre, et en même temps avoir une confiance absolue dans la justesse de ses idées. Le profil laminaire, c'est son opposé, c'est le caméléon. Il est stable, fiable, il pige parfaitement les codes sociaux et il s'y adapte sans problème. C'est un peu le premier de la classe. Le gros risque pour lui, c'est qu'à force de tout rationaliser pour coller aux attentes, il finit par se couper de ses émotions profondes. Bon, tout ça c'est intéressant, mais la vraie question c'est, à quoi ça sert de savoir ça? Eh bien, c'est le point le plus important. Comprendre son profil, ce n'est pas juste pour se mettre dans une case, c'est la clé pour trouver un chemin personnalisé vers son propre bien-être. Parce que le chemin vers la sérénité n'est pas du tout le même pour les 2. Pour le profil complexe, le but du jeu, c'est d'apprendre à dompter son volcan intérieur, d'accepter sa différence et de naviguer dans le monde social. Pour le laminaire, la quête, c'est plutôt de briser son armure de rationalité pour se reconnecter à ce qu'il ressent vraiment. Et ça, c'est un changement de perspective qui est essentiel, surtout pour ceux qui voient des ressemblances avec le TDAH, notamment dans le profil complexe. Il ne s'agit pas de voir ça comme un trouble ou un défaut, non. C'est une formidable puissance de pensée qui demande juste à être comprise et bien orientée. Et on termine sur une note pleine d'espoir. Les auteurs insistent beaucoup sur la neuroplasticité. Ça veut dire que rien n'est figé. Même si le tempérament de base est là, chacun peut apprendre, évoluer et optimiser ses capacités pour trouver son propre équilibre. Le développement personnel est toujours possible. Voilà donc la grande question à se poser. Est-ce que la sérénité se trouve en apprivoisant un volcan intérieur ou bien en s'assurant que son élan vital le plus profond soit enfin écouté ? Identifier son profil, c'est commencer à répondre à cette question. C'est le début d'un chemin fascinant vers une meilleure connaissance de soi.